Le sommaire, alors, de quoi va-t-on parler d'abord? Parlez pas trop vite, hein, parce que comme Eric n'est pas là, Ah oui, on a tout notre temps. d'accord, on a tout le temps. Je peux expliquer le principe de l'émission, oui, tiens, je l'ai pas fait. Vous dire qu'on est toujours dans trois langues. dans trois langues. Vous dire qu'on est toujours leader des TNT. Ça, c'est grâce à vous, grâce au public. Donc, merci. Ça, c'est très important. Je vous rappelle aussi le principe de l'émission. Je vous rappelle aussi le principe de l'émission. C'est très simple. Eric n'avait pas applaudi. Ah, voilà, c'est bien. Donc, on discute de sujets quand on est d'accord avec la question qui est posée, ça s'affiche en... Très bien. Quand on n'est pas d'accord, ça s'affiche en rouge. Bravo. Ah, le bleu, ça rentre un peu mieux. Hein, au début, c'était compliqué. On avait envie de dire vert, mais finalement, c'est bleu. Écoutez, tout va bien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous êtes chaud, Yann? Oui, Eric aussi. Voilà, Eric aussi. Allez, en Allemagne, voilà le premier sujet dont on va parler. En Allemagne, une entreprise espionne ses salariés en arrêt maladie. Doit-on faire la même chose en France? On va en parler dans quelques instants. Faut-il taxer davantage les jeux d'argent et de paris en ligne pour prévenir les addictions? C'est une possibilité envisagée par le gouvernement qui souhaiterait augmenter les taxes des paris et des jeux d'argent. C'est hallucinant le nombre de joueurs de jeux en ligne, de paris. Quasiment 27 millions de Français. J'ai vu ce chiffre, c'est incroyable. Il y en a beaucoup dans le public. Levez la main, ceux qui jouent paris en ligne, loto. Ben, vous pouvez, monsieur, merci d'être courageux. À mon avis, vous êtes plus nombreux que ça. Hein. Vous êtes plus nombreux que ça. Ne me la faites pas à moi. Hein. Moi, je joue pas. Et toi, Eric, tu joues? Et toi, Eric? Ça dépend des fois. Ouais. Ça m'arrive. Ça vous arrive. Allez, troisième. Ton œil te fait pas trop mal, Yann? Non. Ouais, attendez. Alors, attendez, la réponse. Non, ça m'aveugle un peu quand je fais ça, Eric. Ah non, mais vous faites pas mal, par pitié, hein, je ne vais pas vous perdre vous aussi. Bon allez, Laurent Ruquier qui pousse un coup de gueule, je ne sais pas si vous avez vu ça, contre les animateurs. Laurent qui? Ruquier, vous l'avez déjà... Oui, vous le connaissez pas. Tu connais Eric, toi? Je vous le Eric non plus, il n'a pas l'air de le connaître. Ouais, non, il ne le connaît pas. Qui dit... Ça va bien. Moi, je crois que c'est bon, alors je peux y aller. Bonne chance. Ah, ça suffit. Ça va? Ça va bien. Les embouteillages parisiens? Un petit problème. Non, mais reviens, Yann. non. Une arrivée comme lui. Non, Et pourtant, autant hier il faisait un temps de chien, autant aujourd'hui il fait un temps radieux. Oui, bien sûr, Voilà. tu parles, tiens. Et hier c'était épouvantable. Tu m'en voudras pas, j'ai fait les deux rôles, je t'ai fait dire des choses limite. Voilà. Donc si t'as un pas papier grave. bleu de l'Arcom demain, tu t'inquièteras pas. Hein. On me prête qu'aux riches, on me prête qu'aux riches. Je t'ai fait dire sur Thomas Guédolé des choses. C'est vrai. Alors vous parliez de quoi, mon ami? J'étais en train de finir le sommaire. Ah, bon, ça on a va. pris notre temps, Laurent Ruquier. Ah, bah, ça va. Vous voyez, On a dit que tu faisais du mal aux animaux, mais bon. Oh, contre les Ça, c'est le animateurs. seul truc que je tolère pas. Voilà, non, mais ça vous inquiétez pas. Laurent Ruquier qui pousse un coup de gueule contre les animateurs qui deviennent comédiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Vous verrez. Ah bien, on s'était demandé qui était Laurent Ruquier. Ah, oui, Donc aussi. je t'avais demandé si tu connaissais, moi je vois plus tellement qui c'est toi non plus. Non, vous aussi. Non. Vous connaissez pas. Ça me Ah, dit quelque chose. La sonorité ne m'est pas étrangère. Ça me fait plaisir. Mais je remets pas son visage. Eh ben, dans 10 ans, quand vous direz la même chose de moi, ça me fera beaucoup de peine. Bon, alors. Allez, premier sujet. Dans 10 ans. Elle a pris la confiance. Dans 5 minutes. Mais la oui. confiance, on travaille ensemble. Quelle Pas la confiance? Pascal du début de la saison. Je vois pas le rapport. Tu t'en rappelles? Ah non. Je vois pas elle le a rapport. changé. Est-ce qu'elle a changé en À bien? force de c'est nous le débat. côtoyer, vous prenez la grosse tête. hein. Non, ça c'est pas mon genre. Bientôt, il Mais faudra non, des mais- lunettes noires pour circuler dans Paris. Non, mais c'est vous les lunettes noires, c'est Ouais, vous mais- les lunettes noires. Allez, premier sujet. Les arrêts maladie, vous savez, coûtent extrêmement cher en France, on en a déjà parlé, ça contribue au trou abyssal de la sécurité sociale en Allemagne. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question. En Allemagne, c'est le cas également évidemment, il y a une entreprise automobile qui fait des voitures électriques, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Les arrêts maladie explosent au sein de l'entreprise. Conséquence, les dirigeants de la société se sont déplacés chez les salariés. Les dirigeants, c'est comme si votre patron vient frapper à la porte, toc, toc, toc. Cyril bonjour. est venu me voir hier vers minuit 30. Ah bon? Mais vous n'êtes pas absent, il aurait pu le faire à Il m'a Eric. entendu tousser, il a voulu vérifier que... Vous alliez Bon. bien. Ils ont voulu vérifier s'ils étaient vraiment malades. Regardez la vidéo, on en parle juste après. Ces visites surprises aux salariés malades ont pour but, je cite, de faire appel à leur éthique de travail. Comprenez, les pousser à reprendre le chemin de la ligne de production
et vite. L'enregistrement d'une réunion du personnel à l'usine. On y entend les récits des directeurs de l'usine eux-mêmes qui se plaignent d'avoir été très mal reçus par les salariés. Certains les ont copieusement insultés, d'autres ont menacé d'appeler la police. Pendant la réunion, les dirigeants se justifient. S'ils se sont rendus eux-mêmes chez les ouvriers, c'est pour comprendre pourquoi les taux d'arrêt maladie dans l'usine battent des records. 17% en août, 11% en septembre, quand la moyenne nationale est 2 fois moins élevée. Pour le directeur de l'usine, c'est parce que ces salariés profitent du système social allemand, pourtant pas le plus protecteur, mais bon, il voulait tester sa théorie sur le terrain en fait. Alors, peut-on appliquer... Alors en France, c'est interdit, je vous le dis tout de suite, c'est interdit. Voilà, les choses sont dites, mais peut-on ou doit-on appliquer cette méthode chez nous également? Attention, suspense. Et la réponse? Alors, moi j'ai dit non, Yann a dit non. Nous sommes d'accord. Vous dites oui, Eric. Oui, moi j'ai dit oui. Pourquoi? Non, mais d'abord, une observation qui n'a rien à voir avec le cœur du débat. J'aurais mieux fait de rester bloqué dans Paris Oui. pour dire des conneries pareilles. Tu vas voir. D'abord, je tombe de haut. Je vois que les Allemands sont devenus aussi feignants que nous, alors qu'ils avaient la réputation de bosser. Alors ça, c'est vrai étrange. que quand j'ai vu le mot Allemagne et le mot abus, machin, ça fait étrange. Ça sonne bizarre. Vraiment, tout fout le camp. Ouais. On le change. Bon. Alors ensuite, il y a un mot qui est très vilain dans notre sujet, c'est espionnage. Espionne. Bon, évidemment, je ne suis pas pour l'espionnage. Mais qui, ici, croit sérieusement que tous les arrêts maladie sont justifiés? Bon, ça c'est la première chose. Il y a beaucoup d'arrêts maladie de complaisance. Ensuite, quand on fait un arrêt maladie de complaisance, Yann est bien placé pour le savoir. Quand j'étais pas là, il était obligé, je suis arrivé un peu en retard, il était obligé de faire les 2 rôles, de travailler plus. Je le faisais très bien d'ailleurs. D'ailleurs, je vais être un peu mieux rémunéré. Voilà, c'est ça. Il va demander. Je te donnerai une petite pièce à la fin de l'émission. Et simplement, il y a quelqu'un qui va prendre en charge le travail qui n'est pas fait. Donc je trouve, en plus, c'est bizarre, ça tombe, le pic des arrêts de maladie, c'est pendant le mois d'août. C'est assez curieux quand même. Bon, c'est assez curieux. Donc, écoutez, il y a des abus. L'espionnage, ce n'est pas bien, mais disons qu'un peu de pédagogie ou un tout petit peu de pression, comme la visite de Cyril à Yann hier, et vous voyez qu'il est présent sur le plateau, la visite. Le problème, c'est qu'il est venu avec Mokhtar. Ah oui, donc Mokhtar, oui, vous connaissez Mokhtar. Mokhtar est très convaincant. Très dissuasif, voilà. On a très envie de venir. Donc l'espionnage, non, mais... En fait, je ne me suis pas fait opérer de l'œil, je me suis pris un pain. Qui vous a frappé? Mokhtar. L'espionnage, non, mais un peu de responsabilisation avec une légère pression, je suis pour. C'est une question de solidarité et de justice. Alors voilà, même le patron de cette grande marque de voitures électriques, Elon Musk, pour ne citer que lui, a tweeté, ça semble fou, je me penche sur la question. C'est-à-dire que c'est quand même remonté jusqu'à Elon Musk. Je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'absents. Yann, bon, chez nous, compliqué quand même. Non, alors j'y suis opposé pour plusieurs raisons. Alors prenons le cas de l'Allemagne. J'y suis opposé parce que précisément, ça tombe très mal que la délation se situe en Allemagne. Pas simplement pour des histoires de... Non, pas... Oula, je ne sais pas où on s'en va, mais on y va. Alors nulle part, j'arrête. Oui. On va nulle part, vas-y, Eric. Ça suffit. Non, mais je viens d'arriver, je suis crevé. Si je me mets de ce côté-là, elle me coupera plus la parole. Oh, arrêtez de faire votre tête de cochon. D'abord, vous ne m'avez pas demandé si j'allais bien tout à l'heure, ça ne va pas du tout. Bah non, non, je voulais dire d'abord parce que je ne parle pas du Troisième Reich, là, je parle de la Stasi, je parle de l'Allemagne de l'Est. Que la délation soit réinstitutionnalisée, même via des entreprises privées en Allemagne, ça me gêne beaucoup. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que je pense que dans une entreprise, s'il y a des abus, si les salariés, en plus en Allemagne, qui est le pays où les gens sont sans doute le moins tir au flanc sur la planète, peut-être avec le Japon et la Corée, que des gens fassent ça en Allemagne prouve une seule chose, c'est qu'il y a un problème de management, il y a un problème de direction. Lorsque des salariés sont honnêtement traités, lorsqu'il y a une communication qui passe dans l'entreprise, on n'a pas envie de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un mal-être dans l'entreprise et quand il y a ce genre d'attitude, il faut regarder, à mon avis, dans la pyramide, mais en haut de la pyramide. Je pense que c'est trop facile d'aller vérifier ce que font les salariés et surtout, vous imaginez bien que la détérioration qui va s'en suivre au niveau des relations sociales au sein de l'entreprise est détruite. Ces gens ne peuvent plus réhabiliter l'entreprise, d'être réhabilités en entreprise et on ne voit pas comment la confiance peut se réinstaurer. Donc, de toute façon, ça crée de l'irréversible. C'est un problème de management, avant tout. Alors, figurez-vous, en France, j'ai dit que c'était interdit, mais il y a des méthodes peut-être un peu similaires. Ça existe, vous allez voir, mais d'une manière assez des caméras différente. Regardez, ils en ont parlé chez Estelle Denis.
S'il doit verser des indemnités complémentaires pendant votre arrêt maladie, il peut, votre employeur, alors faire pratiquer une contre-visite médicale par le médecin de son choix. Ce médecin doit toutefois être indépendant, ne pas avoir de lien privé, évidemment, avec votre employeur, pour garantir son impartialité. Le praticien se prononce alors sur le caractère justifié ou non de l'arrêt de travail, y compris sa durée. Cette contre-visite permet aussi de vérifier que vous êtes présent à votre domicile ou sur votre lieu de repos pendant les heures d'interdiction de sortie, s'il y en a. C'est ce médecin donc qui décide du lieu et du moment de cette contre-visite. Elle peut avoir lieu soit à votre domicile ou votre lieu de repos et vous n'êtes pas prévenu à l'avance. La contre-visite peut se passer à tout moment. Mieux encore, certaines ont recours à des détectives privés. 70% de nos dossiers sont des arrêts maladie frauduleux. Mais alors comment vous faites? Vous allez frapper à la porte du salarié ou alors vous attendez de voir si effectivement il sort avec sa tenue de chasseur ou de pêcheur? Écoutez, j'ai terminé un dossier la semaine dernière. Vous le suivez et puis vous vous rendez compte qu'en fait, il travaille au black. Donc, il cumule et les indemnités journalières et l'argent qu'il va sortir de son travail au noir. Et voilà, tout simplement. Donc, on fait un dossier, un rapport circonstancié qui est remis à l'avocat. Et l'avocat le présente au juge. Donc ensuite, l'employeur peut attaquer pour concurrence déloyale et voilà, et être indemnisé. Il peut même faire prendre en charge les frais de détective privé par la partie adverse en justice. Voilà. Et donc moi je prends le raisonnement de Yann à l'envers. Croyez bien que si on se donne tout ce mal, des détectives privés, des méthodes plus ou moins obliques, c'est qu'il y a un problème massif. Voilà. Donc là, je veux bien qu'en effet, ça tombe mal en Allemagne, puisqu'il y a une tradition de police politique. Mais enfin, ça prouve que c'est tellement massif qu'ils essayent par tous les moyens de réduire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est l'entreprise qui va payer, soit si la personne se fait porter pâle pour aller bosser au noir, c'est la collectivité qui va payer. Il paye moins de charges, donc ça retombe. Moi, je trouve qu'il y a un principe de solidarité. Et puis, il y a un cas dont on a parlé il y a 2 jours, je crois, celui de Mbappé. Mbappé qui dit « je ne peux pas jouer en équipe de France, j'ai mal à la jambe ». 3 jours plus tard, il joue pour le Real de Madrid et il court comme un lapin. Donc il y a un problème. Non mais c'est ça qui s'est passé. Il y a donc un problème de fausse déclaration de maladie, même chez Mbappé, même chez des gens qui gagnent bien leur vie et qui, Yann n'est pas un spécialiste de football, mais enfin je pense qu'il sera d'accord avec moi, n'exercent pas un travail d'une pénibilité énorme et assez bien payé dans l'ensemble. Non mais on peut se poser la question, Pascal, de savoir si les gens étaient mieux traités en entreprise, si les gens étaient plus épanouis en entreprise, si les gens gagnaient mieux leur vie, est-ce que vous pensez qu'ils penseraient, petit 1, à choisir un boulot en fonction du temps qu'ils passeront à ne pas l'effectuer? Et est-ce que vous pensez qu'ils penseraient à travailler au black, comme on dit, au noir? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de mal-être à l'intérieur de l'entreprise. Il y a un problème managérial qui fait que les salariés ne sont pas bien dans leur peau entre 9h le matin et 17h. Donc, il peut peut-être y avoir comme solution un audit interne avec des questionnaires pour savoir quel est le malaise dans telle ou telle entreprise. Car lorsqu'un salarié n'a pas envie d'aller travailler, que c'est massif, quand c'est massif précisément, et je retourne l'argument, si c'est massif, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise. Que des individus tirent au flanc, c'est consubstantiel à l'être humain, mais que un ensemble de salariés ait le même réflexe au même moment, il y a un problème de management. Moi, je retourne le raisonnement de Yann. Moi, je me demande si la réponse globale à notre débat, c'est pas que nous sommes globalement entrés dans un monde de branleurs. Ah, écoutez. J'ai l'impression, à droite, à gauche, je discute. Chez vous. Non, mais je discute avec des gens. J'ai l'impression qu'il y a un rapport au travail par principe distendu. C'est pas une question de souffrance. C'est la valeur travail est attaquée. La valeur travail n'est pas reconnue. On n'arrête pas en fait de nous dire que c'est pas dans le travail qu'on s'épanouit, c'est dans autre chose. Il y a eu toute une période historique où, au contraire, le travail, par exemple pour les femmes. Bien sûr. Travailler pour les femmes était une forme de réalisation, d'émancipation. Elles sortaient de chez elles, c'était un nouveau droit. J'ai l'impression qu'on est entré dans une phase de régression. Je la comprends quand ce sont des boulots pénibles, pas satisfaisants, ce qu'on appelle les bullshit jobs. Ce n'est pas la règle générale. C'est clair, Pascal, je rajouterai un mot qui est une mutation, qui fait que là où le travail était une valeur et que la culture générale était une valeur, aujourd'hui, ce qui a remplacé le travail, effectivement, et la culture générale, c'est les vacances et le divertissement. Oui. C'est vrai qu'il y a une mutation qui se fait. Ça, c'est évident. Surtout avec la jeune génération. Non, mais ça, c'est évident. Ouais. Je vais vous donner quelques chiffres. Nombre de jours d'absence des fonctionnaires, par exemple. Pardon, ça tombe sur eux. Fonction publique d'État, 11 jours. Fonction publique territoriale, 17 jours. Fonction publique hospitalière, les pauvres, 18 jours. Moyenne nationale, 14,5. Et moyenne nationale dans le privé, 11,7 jours. C'est bizarre. Voilà. Ouais.
Mais Bien que ça soit moins et le coût privé des que dans le absences. public. Alors attendez, le coût des absences pour raison de santé des fonctionnaires. Alors pourquoi on parle des fonctionnaires? Pas pour les cibler, mais c'est parce que c'est la collectivité qui paye. Fonction publique d'État, quasiment 5 milliards d'euros. Ça coûte. Fonction publique territoriale, quasiment 6 milliards. Et fonction publique hospitalière, 4 milliards et demi. Ça fait un coût global de 15 milliards. Et vous nous embêtiez avant-hier parce que dans les prisons, ça coûtait 40 000 € d'installer la Joconde. Mais je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre la Joconde et les arrêts maladie. L'argent public. Oui. Vous nous embêtiez il y a 2 jours pour 40 000 €. Oh, dites donc, vous ne faites pas dire que les fonctionnaires sont des fraudeurs, là, quand même. Mais non, vous dites que ça coûte 5 milliards. Mais oui, non, mais là, ils sont malades. Ils sont malades. Autant vous indignez pour 5 milliards, mais si vous indignez pour 5 milliards, 15. Alors ne vous indignez pas pour 40 000 € pour les prisonniers. Oui, pour 3 prisonniers. La couleur rouge, c'est aussi la couleur du fil rouge. C'est pas simplement bing, vous êtes pour ou contre. Bon, c'est global. Hein. Oui. Vos avis, c'est quelque chose de global. Hein. Ça se découpe pas en tranches. Oui. Pensez à vos biographes. Pensez à vos biographes. Les gens qui vont écrire votre biographie dans 20 ans. Si, on a commencé avec elle. Tout le monde s'en fout. Non, pas du tout. On a commencé à écrire votre biographie avec elle. Oui, on est à l'année 79 là. Qui n'était pas une super année pour vous. Non, elle avait 2 ans, il y a des choses. Oui, c'est ça, à peine. On a retrouvé des dessins, C'est ça, c'est terrible, ouais. Le fisc qui utilise les réseaux aussi pour débusquer les auteurs de fraude. Alors ça, c'est assez marrant. En février dernier, on a appris que les agents du fisc allaient pouvoir créer de faux profils sur les réseaux pour débusquer les auteurs de fraude. C'est-à-dire que la personne qui est en arrêt maladie et qui a posté la photo au soleil ou je ne sais pas où, elle pourra se faire débusquer par le... C'est une autre mutation. Oui. C'est comme si les gens se dénonçaient eux-mêmes à la Stasi. Ça, c'est intéressant. C'est l'autodénonciation. C'est ce qu'on disait autrefois, L'autodénonciation. Et oui, c'est étonnant comme phénomène. Bah oui, mais bon. Non, mais en plus, c'est-à-dire que, attention, les réseaux sociaux, on est fliqués partout. Hein. Mais il y avait l'histoire des piscines aussi, ceux qui déclaraient pas leur piscine. Attendez, il est en arrêt maladie, stop. Et moi, quand je suis malade, je viens travailler. Oui, mais vous n'êtes pas malade. Tu veux du... Hop. Qu'est-ce que vous m'embêtez voilà. Ça vous apprendra à me manquer de respect devant la France entière. Je dis que vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas malade. D'accord, je vais présenter mes excuses. Je présente mes excuses, Pascal. Est-ce que vous êtes malade? Car vous êtes une charmante femme. Oui, merci, je vous remercie. Et vous savez, aussi. vous m'apportez beaucoup sur le plan personnel. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Vous n'êtes pas malade, Ariane. Non. Voilà. Si. Bah non, il n'est pas malade. Il souffre. Non, mais être malade, c'est avoir une maladie. Oui, mais c'est pas être malade. Vous avez mal, vous avez subi une intervention chirurgicale. Appelez Serge Lama, on va savoir ce qu'il entend par « je suis malade ». Bon, oui, je suis pas... Je suis pas sûre que ce soit exactement la même chose. D'ailleurs avant l'émission. Ah, vous voulez un petit peu de Serge Lama? On a du Cordy, on n'a pas de Lama. Ah oui, bah écoutez, on va demander. Résultat, les gens se ferment. Et moi, les gens se ferment. Allez, autre sujet dont on va parler, faut-il taxer davantage les jeux d'argent et de paris en ligne pour prévenir les addictions? Sans blague, dites-moi la vérité. Vous avez déjà joué? Vous êtes des parieurs? Non. Il y a 27 millions de Français qui parient. Moi, je peux comprendre. Et d'ailleurs, ces chiffres sont en hausse à la Française des Jeux, plus 5% sur un an. C'est vrai que les temps sont difficiles. On se dit, attends, je vais faire un pari, je vais peut-être gagner des sommes substantielles. Je le comprends très, très bien. Mais parfois, ça devient addictif. Oui. Voilà. Et moi, j'adore l'État qui essaie de monter. Enfin, c'est comme pour moi les cigarettes et tout le reste, et l'alcool. On va peut-être en parler. Donc, pour freiner les... Oui. Pour freiner les essors des jeux d'argent et de hasard, le gouvernement souhaite augmenter les taxes du secteur dès 2025. D'après les Échos, la sécurité sociale pourrait récupérer près de 500 millions d'euros par an. C'est une mesure que certains considèrent comme étant hypocrite. On va en parler dans un tout petit instant. Alors, selon vous, faut-il taxer davantage les jeux d'argent et de paris en ligne pour prévenir les addictions? Bien sûr, vous pouvez réagir vous aussi, #PEYA sur les réseaux sociaux. On va regarder la vidéo et on en parle juste après. Les Échos révèlent que les jeux d'argent et les paris en ligne seraient dans le viseur du gouvernement. Il prévoit d'augmenter fortement les taxes avec à la clé près de 500 millions d'euros de recettes supplémentaires. Alors le motif invoqué, c'est un motif sanitaire, c'est de freiner l'essor des jeux de paris et de hasard. Oui. Ce serait quand même 500 millions d'euros directement pour les caisses de la sécurité sociale qui en a grandement besoin. Et en fait, ce qui est taxé, c'est ce qu'on appelle le produit brut des jeux. En fait, c'est la différence entre toutes les mises et puis ce qui va revenir aux gagnants à travers les gains. Forcément, il y en a beaucoup moins. Soit ils vont décider d'augmenter leurs tarifs, soit ils vont se rattraper sur la pyramide des gains, ce qui peut aussi toucher. Vous savez, même les petits lots, par exemple, qui font le quotidien des joueurs, par exemple, les 10 € au grattage que vous avez facilement, même là-dessus, ils peuvent se rattraper sur les gains.
Alors, je vais vous donner quelques chiffres avant de vous demander votre avis. En 2022, les Français ont dépensé plus de 43 milliards d'euros. 43 milliards d'euros en jeu. Et il n'y a personne qui joue dans le public. Mais moi, je soupçonne. Le mois de salaire de Mbappé. Oh, punaise, mais vous vous rendez compte, dont 30 milliards ont été redistribués en gains. Ça, c'est pas mal. Non, ça, c'est pas mal. Ça, je peux comprendre. Ça fait 13. Oui, exactement, bravo. Le chiffre d'affaires des jeux d'argent qui a atteint 13,5 milliards d'euros en France en 2025. Et alors, là, vous allez lancer la pub, là. Ouais, vous sortez ça. Ben voilà. Allez, on lance la pub. À tout à l'heure. Maintenant, je vois. Merci d'être avec nous sur CNews. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, évidemment. C'est Pascal, Eric, Anne et les autres qu'on n'a toujours pas vus. Vous avez eu chaud, hein. Parce que si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, Eric n'était pas là, coincé sur une moto dans les rues de Paris, dans les embouteillages, bien sûr. Évidemment, on a réfléchi, il a failli y avoir les autres, c'était terrible. Alors Yann, vous avez croisés. Je les ai croisés, les autres. Vous avez croisés. Tu sais que Verdez était déjà en train de préparer ses fiches. Ah ouais. Moi, je veux rien dire, hein, mais je le dis quand même. Non, mais là, le maire révisait ses là pour en témoigner, les non, mais c'était téléspectateurs une aussi. scène, c'était Walking Dead, quoi. Grimes contre les zombies. Ah oui. Les zombies étaient là, c'est les autres, quoi. Voilà. Je les ai tous fracassés, je suis arrivé. Et vous êtes arrivé pile à temps. Ah oui, Je non, vous jure. ils étaient là. Et votre copain Yann, un Non, mais effectif vous savez qui ce que faisait fait Gilles votre rôle. Verdez? Il nous appelle toute la nuit en masqué pour qu'on soit claqué, pour qu'on rate l'émission. Et Gilles, on l'embrasse très très fort, il nous regarde, voilà. Non, pas nous, pas nous. Il a assez à faire avec TPMP, vous croyez pas? Non, Bah, je sais pas. oui, Il en a jamais assez, il veut le là. beurre et l'argent du beurre. Ah bon, il veut le beurre et l'argent du beurre. Mais non. Alors attendez. Oui, alors. De quoi parlions-nous juste avant la pause? Je posais la question sur les jeux d'argent et les paris en ligne qui sont en très forte augmentation. Faut-il les taxer davantage? L'État y pense. Pour, soi-disant, alors excusez-moi, je donne déjà mon point de vue, soi-disant limiter le risque d'addiction. Soi-disant. Ça me fait tellement rigoler, ça. Alors, notre réponse à nous, faut-il taxer davantage les jeux d'argent et de paris en ligne pour prévenir les addictions? Attention, suspense. Et la réponse, moi je dis non. Yann, on est d'accord. Ça, je trouve que c'est d'une hypocrisie, Eric, une hypocrisie. C'est comme l'alcool, les cigarettes, c'est pour la santé publique, tu parles. Allez, vlan, paf, on met des milliards dans les caisses. Mais non, mais... Ben non, mais quoi, hein, ça va? Mais non, mais paf, alors, on met dans les caisses, quoi. C'était pas ça le premier geste. Mais si, mais c'était quoi le premier geste? Merci. Mais je Vous disais comprenez. tout à l'heure qu'elle avait Mais pris le la public me confiance, comprend. Pascal, mais alors maintenant... Le seul problème, Eric, c'est que toi ou moi, on fait ce geste-là, on est tricard pendant 20 ans. C'est parce que vous avez des idées mal placées, cher ami, pas moi. Je suis Bah, la innocent. preuve, Non, mais tout le monde a eu la même idée. Hein. Tout le monde a eu la même idée dans le public ici. Les téléspectateurs. Non, pas du tout. Les téléspectateurs ont On va se compris. reprendre 3 fois du Pierre Perret pendant les pubs. Non, mais voilà. On va être puni à coups de Perret. Dites-moi, Eric, quoi vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez vraiment que l'État... Écoutez Pierre Perret, Oui. ça arrive à tout le monde. Il y a des gens très bien qui ça arrive. Hein. Oui, mais ça devrait être taxé. Ouais. Ça devrait taxer les gens qui écoutent Pierre Perret, quand même. Cher Eric. Et on reverserait aux fans d'Annie Cordy. Est-ce qu'il faut taxer davantage les jeux À mon avis, ça ne servira à rien. Mais je reviens au départ. Oui. Vous parlez Au de... départ, c'est la cage aux oiseaux, tout ça. Non, mais on parlait de fil rouge. Oui. Tout à l'heure, on a évoqué les gens qui s'auto-dénoncent sur les réseaux sociaux. Les gens qui jouent aux jeux d'argent, eux, ils ont décidé qu'ils ne payaient pas assez d'impôts. Il faut encore qu'ils en donnent encore un peu plus à l'État. Donc c'est 27 millions quand même. Ouais. Donc la moitié, même plus, puisque les enfants ne jouent pas, ont décidé qu'ils ne payent pas assez d'impôts. Ensuite, en effet, il y a vraiment un problème d'addiction. Il y a des gens qui sont vraiment très très sérieusement accros à ça, qui passent leur vie, qui finissent par mettre, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'argent paradoxalement, et qui finissent par mettre en danger eux-mêmes, leur famille, leurs enfants. Oui, ça envoie du rêve, mais ça se termine en cauchemar. Ça se termine en cauchemar parce que, oui, c'est très beau, mais je suis là pour ça. Ouais, pas mal, pas mal. Et Attention. pour un prix dérisoire en plus. Oh, Et je vois pas en quoi. Partager avec moi aujourd'hui. En plus. Voilà, en plus, oui. il y a 6%. Je te donne tout aujourd'hui. Ouais. Non, mais en plus, vous avez abordé le sujet, vous l'avez effleuré. C'est toujours la même chose. C'est la cigarette, on va gagner de l'argent dessus en tant qu'État. Mais c'est pour votre santé, ne vous inquiétez pas. C'est d'une hypocrisie. Mais ne fumez pas trop. Mais oui. Trop d'alcool nuit à la santé, mais quand même. Ouais, Comme si un reprenez petit mélanome peu. se baladait avec un stéthoscope. C'est Quoi. ça, non, mais c'est exactement Voilà, c'est ça. exactement ça. Donc, en fait, il faudra en finir avec toute cette hypocrisie, en effet, des vices ou des activités problématiques qui rapportent de l'argent à l'État. Voilà. Exactement. Il y a un problème global. Pour ça, moi, les jeux en tant que tels, ça ne me paraît pas un problème
voilà, si important que ça, mais c'est global. Non, mais je suis d'accord. Alors, il y a beaucoup de personnalités qui reconnaissent qu'elles sont accros au jus. Par exemple, Pierre Arditi, l'acteur, s'était confié au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Écoutez ce qu'il racontait. Comment dire ? À une certaine époque, je flambais. Vous voyez, j'étais un joueur, un vrai joueur, hein, pas un faux. C'est-à-dire que j'allais jouer dans les cercles et dans les casinos. Et puis un jour, mon narcissisme m'a sauvé parce que j'étais en train de me perdre. Et je me suis dit, je mettrais peut-être 10 ans à rembourser ce que je dois, après l'avoir connement perdu et en ayant perdu la raison. Et puis j'ai mis effectivement 10 ans pour m'en sortir. À un moment donné, on peut se dire qu'on peut faire ce boulot-là, pas seulement pour soi, mais pour les autres. Voilà, non, c'est un joli message qui fait passer, effectivement, mais là, c'est pas des jeux... C'est autre chose, là, oui. C'est autre chose, là, c'était vraiment de très, très fortes addictions. Et là, c'était pas une question de ne pas avoir de revenus. Ah non, mais là c'est une drogue dure, hein. Oui, c'est une drogue les jeux, puisque les casinos, il faut se faire interdire soi-même de casinos, c'est comme un sevrage de drogue dure. Non, là, on entre dans une toute autre dimension. Les 2 meilleurs livres que j'ai lus sur le jeu, c'est Le joueur de Dostoïevski et Les mémoires d'un joueur de Darry Cole. Oui. Honnêtement, le livre de Darry Cole sur le jeu, et je dis ça sans la moindre ironie, est un chef-d'œuvre pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'un joueur. D'accord. C'est extraordinaire. Ouais. Non, il y a plusieurs choses. D'abord, Pascal, il est vrai que c'est un jeu d'argent, surtout pour l'État. Oui. Mais oui. Je le sais. Simplement, vous connaissez ma ligne de conduite là-dessus. Je donne aux gens l'autorisation de s'autodétruire par la drogue, par le vin, l'alcool, le tabac et par le jeu. Je pense que l'être humain a le droit de se détruire. Maintenant, dans l'addiction, ce qui est intéressant, et je me souviens que le docteur Olivenstein, qui est un spécialiste de la drogue, avait écrit un livre dans les 70 qui avait beaucoup fait parler de soi, qui s'appelait « Il n'y a pas de drogué heureux ». Et je me souviens de sa thèse, qui était qu'en fait, dans l'addiction, ce qu'on cherche, c'est le manque. Et ce que je pense que le joueur cherche, là, avec les jeux d'argent, c'est la détresse. Inconsciemment, c'est pas gagner de l'argent qui les intéresse, c'est d'en perdre encore plus, pour, d'une certaine manière, recueillir le maximum de douleur. Et sa thèse, qui est loin d'être absurde, c'est que le drogué ne cherche pas le nirvana, il ne cherche pas le paradis, il cherche l'enfer. Et donc, moi, plaide pour la liberté qu'a tout être humain à se rechercher son propre enfer. Autre témoignage. Alors non, attendez, juste une chose. D'abord, Olivenstein, il y avait un groupe punk qui s'appelait les Olivenstein, dont le grand tube était Euthanasie. Le refrain disait « Papy, mamie, votre calvaire est bientôt fini ». C'était une autre époque. C'était une autre époque. Euthanasie, voilà. C'était un groupe punk orléanais aussi en 79. Ensuite, on a souvent ce débat, en effet, sur toutes les addictions. Moi, j'observe, je l'ai observé dans un entourage pas si proche, mais enfin quand même dans un entourage, que ce soit la drogue, l'alcool, les jeux, tu n'entraînes pas seulement toi par le fond. C'est vrai. Tu entraînes ton entourage. Et s'agissant du casino, par exemple, il y a des gens qui ont perdu la fortune d'une famille. Bien sûr. Et ils ont joué leur maison. Voire de 2 familles. Ouais. 2 familles. Non, mais en une soirée. Donc, c'est-à-dire ils ont entraîné dans la misère, la pauvreté, la réprobation sociale, tout leur entourage. Donc, en effet, si c'est seulement vous, en effet, ta thèse est tout à fait valable. Mais en général, ils entraînent quand même leur entourage. C'est les proches. Regardez, Gilles Verdez aussi, on avait parlé sur le plateau de TPMP. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé quand j'étais addict au jeu. Non, quand je jouais aux courses, là, heureusement que j'ai perdu d'abord, parce que je partais très mal, quoi. Je jouais de plus en plus, j'étais en quelque sorte galvanisé et je me prenais pour le roi du monde. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire que mon argent volait. Et heureusement que j'ai perdu, et j'en ai parlé à des gens des milieux du course, j'ai pu les voir, et ils m'ont dit « Arrête, tu vas t'enliser, t'es pas de ce milieu-là ». Et je suis allé justement dans des PMU où les gens jouaient, j'ai discuté avec eux, j'en ai parlé avec des gens, ça m'a beaucoup aidé, franchement. Sinon, je pense que j'aurais pu perdre tout ce que j'avais, qui n'est pas énorme, mais j'aurais pu tout perdre. Incroyable. C'est vrai que pour que Gilles Verdez se pense le roi du monde, c'est que ça doit vraiment être une drogue dure. Le pauvre. Et je l'aime beaucoup. Oui, non, mais tout s'explique pourquoi il veut piquer notre place à tout prix. Voilà. Il a besoin d'argent. Mais voilà, mais il s'en est sorti, c'est ce qu'il raconte aussi, c'est le fait d'échanger avec d'autres personnes, de se rendre compte de sa propre addiction et de pouvoir la vaincre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut changer d'addiction pour une autre. Le héros, c'est pas... Arrêt de travail. Le héros, c'est l'addiction. C'est pas... l'essentiel, c'est de s'aliéner à quelque chose, peu importe la chose. Là, c'est l'argent, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose. Voilà, mais c'est beau, c'est des témoignages et les gens le reconnaissent, ils expliquent comment ils s'en sont sortis. Moi, je trouve ça formidable. En tout cas, voilà, avec modération. Mais bon, le coup de l'État, on est d'accord quand même que pour dire le coup de l'État, c'est pour limiter les addictions. Mais vous, Pascal, votre addiction à la télévision, on en est où? Écoutez, non, mais c'est mon métier, moi. C'est mon métier. Non, il y a une addiction, vous n'êtes pas tous les jours. Mais oui, tous les jours, c'est une addiction. Mais comme vous. Ah oui, mais nous, voilà, quoi. Ça fait longtemps. Et moi, vous croyez que ça fait combien de temps?
Je sais pas. La télé On en est pas arrivé. Dans là. notre biographie, on en est à l'année 79. Hein. Bah, je crois que ça doit Vous faire n'avez au moins commencé 15 la télé ans. qu'en Vous voyez ce que je veux 83. dire? Ça fait au moins 15 ans. En 83, Oui, à l'école des fans, on a retrouvé le passage à l'école des fans. Vous étiez passé juste avant Vanessa Paradis. C'est vrai. Ah ouais, dommage, c'est pas la même carrière. Bon, alors, troisième sujet, ça va vous parler. Bah oui, c'est vrai. Ça va vous parler. Alors, Laurent Ruquier, tiens, il y a une phrase de Laurent Ruquier que j'ai adorée. C'était dans le magazine Télé 7 jours, Laurent Ruquier qui a donné son avis sur les animateurs qui deviennent comédiens. Voilà, sur le long terme ou pas, qui font des apparitions dans des téléfilms. Quand on lui demande s'il pourrait suivre le cas, par exemple, de Stéphane Bern, le cas de Michel Simès, eh bien voilà ce qu'il a déclaré. Regardez, j'ai vu leur téléfilm. Quand je vois ce que ça donne, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, Laurent Ruquier qui pousse un coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, il dit que ça l'intéresse pas, voilà, contre les animateurs qui deviennent comédiens. Est-ce que vous êtes d'accord? On a plein de vidéos à vous montrer, hein, je vous le dis, moi, ça va être énorme. Ça va être énorme. Alors, suspense, est-ce qu'on est d'accord avec lui, oui ou non? Ah, Eric et moi sommes d'accord. Oui. Bah c'est chacun son métier en fait. Hein, voilà, moi je vais dire que ça parce que vous êtes tellement meilleur que moi. J'ai chacun son métier. Donc qu'en pensez-vous, cher Eric? Non, alors d'abord, commençons par une petite nuance. Il y a quelques contre-exemples. Oui. Moi je me rappelle Virginie Efira. Virginie Efira, et je me rappelle, alors elle n'a pas fait énormément de films, mais elle était très convaincante. Il y avait Dorothée dans un film de Truffaut. Ah, L'amour en fuite. L'amour en fuite. 1978. Ben, Jean-Pierre Léo. Elle était excellente. Mais elle était déjà animatrice en 78. Oui, elle avait ah bah oui, 78. Non, mais elle avait joué dans Pile ou Face aussi de Robert Enrico. Oui. Ouais. Incroyable. Voilà. Alors après, le problème c'est que pour être acteur, il y a deux moyens qui sont apparemment équivalents. C'est ça qui jette le trouble. Soit vous vous formez, vous suivez le conservatoire ou une école équivalente ou une formation quelconque, soit vous décrétez que vous l'êtes parce que vous êtes animateur et que, dans un sens, l'animation est une forme de théâtre. Oui, et on se dit, c'est ça le problème. Si on se dit, du théâtre télévisé au cinéma, c'est facile. Non, ce sont deux métiers différents. D'ailleurs, il y a des tas de métiers théâtraux. Moi, j'ai été prof. Il y a un côté théâtral chez les profs. Il y a une représentation. Vous êtes sur une scène, ça s'appelle une estrade, mais vous jouez votre propre rôle. Et de vouloir franchir le pas, je trouve ça un peu présomptueux. La plupart du temps, ça donne des choses, n'exagérons pas, c'est jamais quand même grotesque, ridicule, mais ça donne un petit malaise à les regarder parce qu'on voit qu'ils ne sont pas à leur place. Voilà. Alors, donc, regardez, je suis plutôt d'accord avec Laurent Ruquier. Oui. Plutôt d'accord. Alors avant de vous entendre, cher Yann, je vais diffuser une vidéo. Mais j'adore vous entendre. C'est pour faire monter le suspense. Quelle va être la réponse de Yann qui a ses lunettes noires pour ceux qui nous rejoignent parce qu'il s'est fait opérer de l'œil. Alors regardez Bernard Montiel. Bernard Montiel, par exemple, le copain Bernard Montiel qui jouait dans Sous le Soleil, moi je m'en souviens très bien, ou qui a joué aussi dans Camping 3 et dans TPMP. Il avait d'ailleurs évoqué sa rémunération pour ce film. Là où j'étais très bien payé, c'était chez Fabien Antoniente pour Camping. Ah ouais. Okay. À 10 000 balles par jour. Non. Et j'avais 3 phrases. Non. Ah, je le dis. Combien de temps? C'était le Camping 3 avec Gérard Jugnot et Michel Larocque. Combien de jours de tournage? 3. Donc 30 000. Mais non, parce que le soleil tombait. Et en fait, il y avait quelqu'un a eu un petit problème dans une phrase. Donc le soleil déclinait. Donc après, ça ne collait plus. Donc Bernard, tu peux être là demain? Oui. Bah oui, 10 000. À 10 000 balles par jour, oui. Non. Donc je suis resté 3 jours. Fort. Et j'avais 3 phrases avec Gérard Jugnot et Michel Larocque. Incroyable. Toute sa vie, il a été payé à rien foutre. Le pauvre, non, mais j'avais pas tous les éléments du dossier. Oui. Si c'est 10 000 balles par jour, moi je suis tout à fait favorable à ce que les chroniqueurs fassent une carrière au cinéma. Vraiment, s'il y a des réalisateurs qui nous regardent. Alors, cher Yann, vous qui avez fait Podium, parce qu'on oublie quand même que Podium, ce film culte, c'est Yann Moix. Non, mais c'est vrai. Je joue pas dedans, je l'ai fait. Non, mais je sais. Bah, oui, non, d'abord, je trouve que tous les chemins interrompt. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être ce qu'on veut et devenir acteur de cinéma. Lino Ventura était catcheur. Un des plus grands animateurs radio de tous les temps, c'était Orson Welles. Il était à la fois acteur et réalisateur. Je pense qu'en fait, c'est le talent qui fait qu'on devient acteur. Et je me fiche en fait de ce que font les gens avant. Ils peuvent être serveurs. Il y a aussi beaucoup de chansonniers. Quoique chansonniers se rapprochent un peu d'acteurs comme Fernandel ou Bourvil, qui étaient en fait pas des animateurs, mais enfin des chansonniers avant d'être des très grands acteurs. Donc en fait, ça ne me dérange pas tellement. Je pense que la profession a peu d'importance. En revanche, ce que ça signifie, c'est la chose suivante. Il y a quelqu'un qui dans le public, comme je suis Asperger, ça me troue l'oreille. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, il y a des gens qui, dans le public, ça me dérange. Ah, il faut pas attendre. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a pas que les yeux, il y a les oreilles. Oui. Ça vient de là? Oui, c'est pas là, par là. J'aime pas la délation, c'est là. Continue à parler, je surveille. Voilà, merci.
Je regarde. Ça vient de ce coin-là. Ok. Et comme en plus ce que j'entends n'est pas très intéressant. Voilà. Non mais je serai attentif, vas-y. Merci Eric. Cyril. Non, Pascal, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que ça trahit, c'est un truc beaucoup plus intéressant. Ça veut dire que ces gens reconnaissent qu'être animateur, ce n'est rien. Ils font l'aveu implicite que d'une certaine manière, ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient aimé faire dans la vie. Donc ils ont raté, je ne vais pas dire leur vie, mais ils ont raté quelque chose dans leur vie. Et donc le fait d'être acteur, on sent quand même que avoir servi la soupe pendant 30 ans à des gens qui faisaient des choses quand eux ne faisaient qu'être les caisses enregistreuses des actes ou des œuvres des autres, on voit bien que ça les a fait souffrir le martyre et qu'ils espèrent in extremis pouvoir faire quelque chose. Là où je rejoins Laurent Ruquier, c'est que les exemples que je vois de Stéphane Bern, etc. Moi, j'ai rien. Non, mais attendez. Non, mais attendez, je peux finir ma phrase. Bien sûr. C'est qu'en fait, le problème, c'est que les exemples que j'ai donnés d'animateurs qui sont devenus acteurs, ce sont des gens qui ont. Et Virginie Fira, qui est devenue une actrice exceptionnelle. C'est qu'en fait, ces gens dont je parlais étaient un peu animateurs. Ils ont fait toute une carrière d'acteur, mais quand vous voyez quelqu'un pendant 40 ans à la télévision et que tout d'un coup, il va jouer un inspecteur de police, vous ne voyez pas d'inspecteur de police. Vous voyez Stéphane Bern maquillé qui, dans un téléfilm, essaye de jouer à Maigret. Non, mais alors, attendez, c'est génial. Et j'ai rien contre Stéphane. Le pauvre Stéphane Bern, on va rappeler cette affaire. Il avait joué dans un téléfilm pour l'honneur d'un fils, donc c'est un policier. Et donc on le voit avec. Et il y avait eu un teasing avant la bande-annonce, et on voyait Stéphane Bern avec une arme dans la main. Et ça, il y avait une déferlante. C'est un pistolet à eau. Sur les réseaux sociaux, regardez. Voilà, regardez, vous en riez encore. C'est un pistolet à eau, ça se voit. Qui rigolent. Regardez, moi, je demande à la. Même le pistolet, il n'a pas compris ce qui se passait, quoi. Voilà. Et puis là, il a l'air très regardez, tendu, effectivement. Ah oui, avec une perruque à Versailles, oui, par contre, oui. Exactement. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bonjour Robespierre, je suis Stéphane Bern et je suis venu du futur pour te tuer. Voilà. Et là, il a l'air très tendu. On dirait qu'on a aboli la royauté en Angleterre. Là. Stéphane Bern est probablement un chroniqueur de Secrets d'Histoire. Non, mais cela dit, qui a oublié de parler de l'aventure de Marie-Adélaïde de Bourbon-Tonnerre avec son. Pascal, cela dit. Il y a deux choses où Stéphane Bern pourrait très bien jouer. C'est son propre rôle dans un film, ou bien effectivement dans un film d'époque. C'est-à-dire que si on injectait Stéphane Bern dans un film qui se passe à la cour, par exemple, ça serait crédible. C'est crédible. Là, si vous voulez, en ancien GI, ça marche pas. Non. En casque bleu, alors que la seule fois où il a dû se faire mal, c'est en glissant d'un trottoir. Mais je l'aime beaucoup, c'est un copain. Non, mais on n'a rien contre lui. Non, mais je veux dire, on sent bien qu'il y a une distorsion entre ce qu'il est dans la vie et les rôles qu'on lui donne, ça ne va pas. Il a dit ça suffit, la chariade, il s'était fait trop charrier, il était monté au créneau justement. Mais non, mais il a le droit. Ça va, c'est bon. Il a le droit de faire ça. Non, mais ce qui est troublant, c'est des gens en effet qui veulent faire autre chose que leur spécialité. Mais c'est un aveu. Oui, mais par exemple, les musiciens rock, par exemple, à un moment ou à un autre, veulent faire un opéra, ils veulent faire un peu de musique classique, quelque chose. Voilà, je sais pas, ils veulent sortir. Alors c'est peut-être de leur zone de confort, mais souvent ça donne des trucs pas très réussis. Ou alors les comédiens de comédie qui veulent absolument faire leur Ciao Pantin. Voilà. C'est une obsession dans le cinéma français. Faire son Ciao Pantin. Bon. Regardez Michel Simès, qui a animé très longtemps évidemment le magazine de la santé. Tout le monde le connaît. En 2018, il s'était lancé dans la comédie. On a pu notamment l'apercevoir dans Meurtre en Pays d'Oléron, puis dans Le Doc et le Veto. C'était en 2023. Ce sont des téléfilms qui ont été tournés pour France 3. Regardez, en 2022, interviewé par Jordan Deluxe, il avait évoqué ses envies de comédie. Regardez. Et le gros projet que vous n'avez pas encore réussi à conclure, là? Non, c'est par exemple, là, je fais un peu de fiction avec les téléfilms où je m'éclate. Je me dis, tiens, je pourrais peut-être aller un peu plus loin. Mais, avec Tracteur? Oui, mais pas acteur, je me prends pas, je suis pas du jardin, mais voilà, j'aimerais bien, comme je m'éclate dans ce que je fais en téléfilm, et essayer d'aller un peu plus loin dans les rôles de composition. Ça vous plaît, ça? Ouais, ça m'éclate. Alors, il y a 2 ans, la réalisatrice José Dayan, qui réalise notamment Capitaine Marlowe, quand même, qui est un énorme succès, Capitaine Marlowe, elle avait évoqué l'acteur Michel Simès, et elle avait été assez cash, regardez. Vous auriez pu le faire tourner, Michel Simès, ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les acteurs. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai démontré. Voilà, moi, j'aime les acteurs qui sont des acteurs. Voilà, des vrais acteurs. Donc les animateurs qui deviennent comédiens, vous y croyez pas? Pour eux, qui ont si appris leur d'autres ont envie de tourner avec eux, c'est très bien. Ils sont peut-être pas mauvais, j'en sais rien. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis fasciné par les acteurs. Vous n'avez pas la curiosité de voir s'ils sont capables de le faire? Ce sont ils ont des capacités. J'ai aucune curiosité de voir un médecin être acteur, non. Oh, allez, hop là, ça c'est fait. Alors merci. Elle avait d'ailleurs fait une petite comparaison pour illustrer ses propos.
Je vais vous dire un truc. Moi, imaginez, là, j'ai l'épaule pétée. Bon. Ouais. Imaginez que vous ayez un truc assez grave, une urgence, je ne sais pas, moi. Vous avez un accident, il faut vous opérer, vous avez un rat qui a éclaté, je ne sais pas. Est-ce que ça vous plairait que ce soit Gérard Depardieu qui vous opère? Tout dépend de la journée. Vous voyez? Eh bien, moi, ça ne me plaît pas d'avoir un acteur qui est Michel Simès. Je veux des spécialistes. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est rigolo, c'est pas mal. C'est bien. Non, mais après... Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Parce qu'on parle surtout de téléfilms. Hein. Oui. On parle surtout de téléfilms. Est-ce que ce n'est pas l'apparition d'un personnage télévisuel global? C'est-à-dire, il est animateur à la télévision, chroniqueur à la télévision, et il passe à la télévision. En fait, est-ce que ce n'est pas une nouvelle espèce d'acteur qui est uniquement réservé à la télévision et pas au cinéma? Pardon, hein. Non, on ne parle pas de 7e art, là, on parle effectivement de programmes qui sont conçus par des chaînes, pour un certain public. On ne parle pas d'œuvres qui ont un risque d'obtenir un prix à Cannes, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste quand même des gentillettes fiction mignonnettes pour mardi soir pluvieux de novembre. Ouais, c'est sympa, hein, les meurtres. Moi j'aime bien, je dois te dire. Et Jean-Pierre Foucault, justement, qui sera bientôt à l'affiche de Meurtre, justement, sur la Côte Bleue, sur France 3. Ce sera le 12 octobre. Regardez la bande-annonce, puis après vous allez me dire ce qu'on en pense. Monsieur Valency? Inspectrice? Mais vous connaissez? Oui, j'ai été témoin d'une chute mortelle ce matin. Suicide? Meurtre. Poussé à 11h17 précisément du haut de ce viaduc. Inédit, Meurtre sur la Côte Bleue. Une soirée avec Jean-Pierre Foucault et Garance Thénault, prochainement sur France 3. Voilà. Bon, mais voilà. Alors, il a beaucoup d'humilité, Jean-Pierre Foucault, parce qu'évidemment, il a été interrogé là-dessus. Il joue mon propre rôle. Il a aucune ambition. Il a beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour et de distance. C'est quelqu'un d'extrêmement fin, cultivé, intelligent. Et là, en fait, il ne fait que quitter un programme pour s'immiscer tranquillement dans un autre. Et c'est plutôt sympathique, ça. Oui. Il joue Jean-Pierre Foucault. Oui, il joue Jean-Pierre Foucault. Bon, non, mais c'est très intelligent de sa part. C'est-à-dire que, voilà, il se donne pas. Et je pense que le public, mais vous avez peut-être raison, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le public, est-ce que ça vous plaît, les animateurs qui deviennent des acteurs pour des téléfilms? Levez la main, ceux qui disent oui. Ah, moyen. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des acteurs qui sont devenus animateurs. Hein. Par exemple, vous vous souvenez, comment il s'appelle, le mec qui présentait pas Pyramide, mais j'ai un trou de mémoire, Daniel Prévost. Il est devenu présentateur d'une émission pas très longtemps. Mais il était acteur, et ça existe aussi dans l'autre sens. Ah oui, des acteurs qui deviennent... Moi, je suis quand même très surpris par notre public. Oui. Personne ne joue au jeu. Personne ne regarde France 3. Oui, c'est ça. C'est incroyable, ça. C'est très étonnant. Hein. C'est rare, hein, quand même. Tu vas comprendre, il y a un truc aussi, que personne ne nous écoute. Hein, non plus. Pas jusque-là, mais c'est troublant. Non, mais bien sûr que si, bien sûr que si. Bon, ben voilà, vous savez quoi, voilà. Eh ben c'est terminé. Ah ben non. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. Merci beaucoup.